Bonsoir, merci d'être avec nous sur ABC dans Live. Je reçois ce soir Mithridad Devarpana et Philippe Rajbaum qui m'ont fait l'honneur de venir sur notre plateau. Et pour les introduire, Philippe et Mitri sont deux praticiens qui ont une pratique privée à Paris et qui sont également praticiens à l'hôpital américain de Paris, dont Mithridad, tu es le chef de service du département d'odontologie, donc peut-être qu'il a un autre nom. Ça s'appelle l'ORC, L'ORC, le Centre de réhabilitation orale. Voilà, c'est encore plus précis. Et puis ce soir, donc, vous allez nous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'on va parler tissue level et bone level. Donc ce sujet, c'est la logique implantée revisitée, le concept de muco-intégration et que tu vas nous présenter dans le cadre de votre groupe qui est Excellence in Dentistry. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'EID ? D'abord, bonsoir à tous. Merci à ABC Dents, merci à Jérôme Lipovic et à Romain Serica de nous recevoir. On est extrêmement content d'être là. L'EID, c'est un groupe qu'on a créé avec quelques amis il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Je dois naturellement il y a dans ce groupe le docteur Serge Muckler, mon fils Kevin Devarpana, Philippe Rajbaum, Pascal Ziman et quelques autres personnes. Et le but, c'était finalement de pouvoir organiser des cours un petit peu partout en France et dans des congrès à l'hôpital américain. On fait un congrès annuel à l'hôpital américain et ce congrès est organisé par ce groupe. Donc un congrès qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière, Covid oblige, mais qui est reporté donc cette année, samedi 9 octobre. Absolument. Samedi 9 octobre. Tu peux nous donner un petit peu le programme? Moi je le connais, mais... Donc, avant de parler du programme, la logique implantée revisitée, c'est un peu lorsqu'on a discuté des différents sujets qu'on pourrait faire ce soir, d'être un peu original, c'est pas toujours facile. C'était donc, après 30 ans d'expérience en implantologie avec Philippe Rajbaum, on a eu beaucoup de cas cliniques, on a eu beaucoup de satisfaction, on a eu aussi, je dirais pratiquement tous les échecs, je les ai connus à un moment ou à un autre de notre carrière. Donc on a finalement, au cours de ces dernières années, on a écrit pas mal de livres, et ces différents livres qui sont venus à peu près tous les ans, tous les 2 ans. Et donc il y avait des différents manuels d'implantologie. Maintenant on a la 4e version du manuel de l'implantologie. Et le but c'était à chaque fois d'évoluer, d'avancer, de voir qu'est-ce que l'on peut faire pour finalement avoir de meilleurs résultats, avoir une intégration plus satisfaisante, avoir moins de pertes osseuses. Et on s'est rendu compte que finalement on avait quand même en implantologie pas mal de problèmes et qu'on avait des périimplantites, qu'on avait des mucosites, on va voir ça tout à l'heure. Et donc au cours de ces différents ouvrages que nous avons créés, les choses se sont un peu mises en place dans notre tête. On s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour finalement, dès le début, avoir des protocoles un petit peu plus stricts pour éviter d'avoir des périimplantites, d'avoir des pertes osseuses. Et notre dernier ouvrage, qui est la version 4 du manuel d'implantologie, va bientôt sortir maintenant chez Quintessence à la fin de l'année ou en début 2022, en version donc anglaise. Donc le programme cette année à l'hôpital américain, c'est un programme qui est assez intéressant. Vous connaissez tous Thomas Lickevicius qui a écrit de très nombreux articles, quelqu'un d'extrêmement brillant, qui a mis au point un thème que j'aime beaucoup. C'est lui qui a mis au point dans son livre donc, le Zero Bone Loss Concept. On pourrait dire que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement prétentieux, que c'est tout à fait déplacé. Finalement, on se rend compte, lorsqu'on applique ces différents protocoles que nous avons également mis au point, on s'est rencontrés, on arrive aujourd'hui donc à avoir des résultats qui sont anticipés, en tout cas tout ce qui est vieillissement et en tout cas diminuer le nombre de périimplantites et le nombre également naturellement de mucosites. Donc au niveau du programme, il y aura un verdict, je dirais, de Juan Arias, qui est un Espagnol qui est extrêmement brillant au niveau de tout ce qui est chirurgie mucogingivale. Puis on a Thomas Lickevicius qui, à travers deux chirurgies, puisque nous allons avoir 6 chirurgies live, toujours des chirurgies en même temps. Et donc il va nous montrer également comment est-ce que lorsqu'il met un implant, comment est-ce que pour lui, dès le début, il met son implant, il positionne les différents composants pour avoir vraiment ce qu'on appelle le zero bone loss, c'est-à-dire concept d'avoir pas de perte osseuse. Et après, nous avons également un confrère bulgare, Stankov, qui nous montrera également la chirurgie de reconstruction osseuse avec des membranes, des cas de reconstruction osseuse assez avancés. Voilà, donc c'est un peu le programme de ces 6 chirurgies en direct. Et après, il y a naturellement toujours des communications en fin de journée qui font un peu le résumé, le point, pour voir où on va, qu'est-ce qu'on a appris au cours de cette journée et finalement, qu'est-ce qu'on aura de plus lundi matin lorsqu'on retournera dans le cabinet. Oui, et donc c'est une journée qui sera très riche, qui sera présentée sur ABC Dents. Dans quelques jours, on pourra directement s'inscrire sur abcdents.fr directement pour participer à cette meilleure journée. Et puis pour l'instant, Happy Few, on sera
a priori 80 personnes, Absolument. mais ce sera une journée qui sera également retransmise en direct. Voilà, en tout cas, nous, au niveau de l'équipe l'EID, avec Philippe, on est extrêmement content que, finalement, c'est avec le Covid, je suis extrêmement content de commencer cette collaboration avec toi parce que ça tombe bien, effectivement, parce qu'on ne sait pas si on sera 80, peut-être, j'espère qu'on sera plus, mais en tout cas, si on est 80, tu seras là pour avoir un nombre de participants live beaucoup plus important. Bon, là aussi, on est en live, vous pouvez poser vos questions en direct à tout moment, sur Facebook, sur YouTube, des questions que je relayerai ensuite à nos deux conférenciers en fin de présentation. Voilà, le plateau est à vous. Merci. Merci Jérôme. Merci. On apprécie beaucoup ton professionnalisme. Voilà, et l'organisation. Donc, aujourd'hui, on a tous, lorsqu'on fait des implants, un vieillissement au niveau des tissus mous, des mucosites, des périimplantites, des récessions périimplantaires. Et le sujet aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut éventuellement corriger ça. Ça, c'est un cas clinique que j'aime beaucoup, que je présente très souvent, qui a été traité avec mon ami Edouard Cohen il y a maintenant plus de bientôt 20 ans. Et c'était le début de l'esthétique. Et on voit très bien qu'on a un résultat esthétique satisfaisant. Là, on est à plus 17 ans, je crois. Mais on a quand même au niveau de la dent 11, une petite récession gingivale. Il y a un problème. Et donc, est-ce qu'on aurait pu anticiper ça? Lorsqu'on voit le parcours, par contre, au niveau du sourire, ça se voit. Le niveau osseux est extrêmement satisfaisant. C'était un implant donc, qui a été mis dans les années, je pense, 92-93. Je ne me souviens plus exactement. C'était le début des piliers Ucla-Or. Et puis, on voit avec le temps, à 10 ans, à 17 ans, il y a quand même un vieillissement. Donc, à l'époque, on ne faisait pas systématiquement des conjonctifs enfouis. Enfin, on ne comprenait pas les choses. On essayait d'avancer. On prenait des idées à droite et à gauche, mais on n'avait pas véritablement de plan de traitement précis et d'anticipation du vieillissement et de la mucosite et de la périimplantite. Finalement, aujourd'hui, le but, c'est de savoir quelle est l'efficience thérapeutique. Lorsqu'on regarde la littérature, on a quand même, surtout dans un pays où il n'y a pas d'hygiéniste, on a ça, ce sont des études, la plupart, dans des pays où il y a des hygiénistes, ils ont quand même de 31 à 60% de mucosite, donc il y a un réel problème. Les gens qui ont perdu leurs dents, naturellement, souvent n'ont pas une hygiène extraordinaire. Lorsqu'on met des implants, la correction de l'hygiène n'est pas forcément automatique. Et donc, c'est un phénomène qui est extrêmement important et qui, naturellement, peut être grave puisque la périimplantite, également, selon les études, de 5 à 47%. En sachant que la plupart des publicités qui sont faites sur Internet, on dit que les publicités sur Internet, on dit toujours que le taux de succès en implantologie est de 90%, 99% ou que sais-je. Donc, quand vous dites ça dans la tête des patients, automatiquement, ils se disent, attendez, 97% de taux de succès, en médecine, c'est rare. Donc, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, 10 ans, tout ça, on va avoir zéro problème. Donc, c'est pour ça que nous, dès le début, on prévient les patients que l'hygiène, c'est quelque chose d'important parce que nous avons des problèmes. Donc, les étiologies des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est naturellement l'hygiène et la maintenance insuffisante. Il faut savoir mettre la pression sur les patients. Si un diabétique mange beaucoup de gâteaux, il aura des ennuis. Donc nous devons nous aussi parler de ça. Les antécédents de parodontite, leur faire comprendre que ce sont des bactéries qui sont méchantes, virulentes. Le tabac, c'est un cofacteur majeur de tous ces problèmes. Le diabète. Et puis après, l'anatomie, la hauteur des tissus mous. L'utilisation de ciment. Je crois qu'on utilise pratiquement maintenant plus de manière exceptionnelle. Pendant une année, tu fais combien de prothèses scellées sur un plan? Très peu. Très peu, donc c'est exceptionnel. Très peu. Donc on essaie en tout cas de ne pas le faire. Puis après, il y a les facteurs génétiques. Il y a malheureusement les infections systémiques, les cancers, la chimiothérapie, etc. Et les facteurs iatrogènes, c'est-à-dire lorsque l'on n'a pas de plan de traitement précis, lorsqu'on met les implants un peu n'importe comment. Et donc à ce moment-là, on aura des problèmes, des complications. Et puis, un phénomène important, c'est l'occlusion. Souvent, les gens pensent que l'occlusion, ce n'est pas important. On peut très bien avoir des réels problèmes dû à une surcharge occlusale et des pertes des périimplantites et des pertes d'implants. Voici un cas que nous avons fait il y a pas mal de temps. Je revois le patient quelques années après, il n'est pas revenu en maintenance et malheureusement, le confrère avait utilisé beaucoup de ciment. Et vous voyez, on a une périimplantite, on a tout nettoyé, il y avait carrément un énorme paquet de ciment que l'on voit très très bien. Et également ici, en haut à gauche, au niveau donc d'implants mis en place en site de prémolaire et canine, on voit très bien qu'on a un problème de tissu mou. Donc dès le début, il n'y a pas de tissu fertilisant vestibulaire. Donc on aurait peut-être pu anticiper, parce que maintenant, toutes les techniques de régénération, on le sait, autour des implants, ça ne marche pas. On peut avoir une belle radio avec une radio-opacité si on utilise un matériau de comblement radio-opaque, mais en général, ça ne marche pas du tout. Donc on est malheureusement obligé de faire une maintenance, accepter la catastrophe esthétique et puis espérer que le niveau osseux ne va pas s'aggraver. Mais régénérer, en tout cas les papilles ici, c'est vraiment quelque chose d'impossible.
Philippe, au niveau de ce cas-là, donc on a fait ensemble. Donc on a vu ce patient en 2008, mais ce n'est pas nous qui avons traité ce patient. On l'a suivi de 2008 à 2010. En 2012, il y avait déjà une périimplantite avérée. Et en 2014, on a décidé de déposer les 2 implants et de restaurer ensuite, dans un second temps, après régénération osseuse, de remettre en place des implants. Donc on a un réel problème lors de la dépose des implants, parce que ce n'est pas quelque chose qui est parfois simple. Parfois ça se dévisse simplement, mais parfois on est obligé d'emmener une carotte osseuse aussi pour déposer les implants. Et ce qui est vraiment intéressant, que nous devons retenir ce soir finalement, avant de commencer ce webinaire, c'est que toutes les études montrent que c'est très difficile de prévoir qui va faire une périimplantite. Donc à partir du moment où le traitement ressemble un petit peu au traitement de la maladie parodontale. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, voilà, une maladie parodontale, c'est telle bactérie, on va donner un antibiotique pour cette bactérie. Par exemple, pour la tuberculose, c'est une maladie, une bactérie. Pour la périimplantite, on ne sait pas comment ça va se passer, et donc on est obligé d'avoir une attitude de prévention majeure, et c'est un peu le sujet de ce soir au niveau de l'attitude. Donc les paramètres importants qui influencent finalement la perte osseuse, comment ça se passe ? Le biotype gingival, c'est quelque chose qui est aujourd'hui maintenant prépondérant. On sait depuis les études de Linkevicius qu'il est fondamental d'avoir un biotype gingival épais, voire épaissi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait énormément de greffes de tissu conjonctif. On sait que la table osseuse en vestibulaire est fondamentale, mais on a d'autres facteurs. On a le design de l'implant et sa connectique. On verra comment fonctionne la connectique interne. Le design du pilier prothétique, et ça c'est tout le sujet de notre présentation, c'est quel design donner au pilier prothétique et quand l'installer, est-ce qu'il faut l'installer de façon précoce ou pas. Ensuite, on sait aussi que le platform switching, c'est quelque chose qui a été décrit depuis de nombreuses années, qui a été décrié parce qu'on se dit que ça marche une fois sur deux, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais c'est un facteur supplémentaire de succès. Et l'intégrer dans notre protocole, c'est quelque chose qui permet d'obtenir des résultats plus fiables à long terme. Ce qui se passait dans les années 80, ce qui était toléré dans les années 80, c'était une perte osseuse d'environ 1 mm. Est-ce qu'aujourd'hui, au cours de la première année, est-ce qu'aujourd'hui on peut éviter cette perte osseuse de 1 à 2 mm qui était considérée comme physiologique et qui, en général, s'arrêtait au niveau de la première spire après 1 an de mise en charge? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut éviter cette perte osseuse et améliorer le pronostic en se rapprochant de ce concept qu'a décrit Linkevicius, qui est le Zero Bone Loss Concept, c'est-à-dire de ne pas avoir de perte osseuse du tout autour des implants après la mise en charge. Donc finalement, si on touche à la tâche épithéliale, si on touche à la tâche conjonctive, il semblerait qu'on aggrave la perte osseuse périimplantaire. Or, cette attache épithélio-conjonctive, elle est agressée à chaque fois qu'on va réaliser une connexion, une déconnexion. Et ces connexions-déconnexions, elles sont nombreuses dans les procédures classiques, puisqu'on met en place l'implant avec un pilier de cicatrisation, ensuite on enlève ce pilier de cicatrisation pour mettre en place des transferts après l'ostéo-intégration. On enlève les transferts, on met en place une dent provisoire, on enlève la dent provisoire, on met en place pour les empreintes définitives de nouveaux transferts. Donc il y a de nombreuses étapes de déconnexion et de reconnexion, et on sait, et de nombreuses publications l'ont montré, que cette pratique entraîne une perte osseuse, une inflammation périimplantaire et une perte osseuse. Donc on peut dire finalement, on déchire à chaque fois cette fameuse attache, ce qu'on appelle le biologic seal. Le saut épithélial, l'épithélio-conjonctif. Voilà, et d'une autre manière aussi, à chaque fois, même lorsqu'on a des protocoles qui sont extrêmement précis, tu mets dans le corps du patient quelque chose qui n'est pas stérile. Alors, c'est effectivement, les composants qui reviennent de chez le prothésiste, en général, on les stérilise, on les décontamine, on ne les stérilise pas, on ne les passe pas au stérilisateur, on les décontamine, mais ils ne sont pas considérés comme stériles au sens propre. Ça, c'est un vrai problème. Par exemple, ça, c'est un patient que nous avions opéré ensemble et qui est parti. Donc, il n'y a pas eu de pilier intermédiaire, parce que le but, là, vous sentez qu'on va commencer à parler du pilier intermédiaire. Donc, finalement, il est parti à l'étranger, en Ukraine, il a fait les prothèses là-bas,
Et malheureusement, tout a été fait sur la tête des implants, c'est-à-dire que ce sont d'abord des implants coniques, et les empreintes étaient prises sur la tête des implants, et donc il y a eu des prothèses scellées qui ont été faites, et malheureusement, on voit que partout, il y a finalement une espèce de violation de l'espace biologique avec des pertes osseuses. Ben ça, je pensais à 3 ans ou 4 ans, donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement interpellant et qui nous permet de reconsidérer un petit peu complètement ce type de traitement. Alors, il y a une discussion depuis de très nombreuses années sur la forme et sur le profil d'émergence des piliers intermédiaires. Ce qu'on appelle les piliers intermédiaires, c'est le pilier prothétique. Pendant longtemps, on a pensé qu'il était important que ce pilier soit convexe de manière à soutenir les tissus périimplantaires, les tissus parodontaux. Or, aujourd'hui, on pense le contraire. On considère aujourd'hui que ces piliers doivent être concaves pour ménager le maximum de volume et limiter la compression autour de ce pilier de façon à avoir le moins de compression possible, le moins d'agression possible autour de ce saut épithélio-conjonctif. Donc finalement, au début, on avait des piliers qui étaient extrêmement bulky, volumineux, et qui finalement entraînaient des restrictions gingivales. Et maintenant, avec le pilier concave, on laisse un espace pour qu'il y ait finalement du tissu conjonctif qui puisse soutenir, et il faut que l'épithélium et la gencive puissent vivre. Exactement. Et Eric Krompen et son équipe ont décrit ce pilier concave il y a déjà très nombreuses années. Voilà, et d'ailleurs, notre ami Bernard Toiti avait également fait de nombreux cours là-dessus, donc c'est un phénomène qui est ancien. C'était quand la date? C'était il y a au moins une dizaine d'années. Même plus que ça. Donc, mais ce qui est important, c'est de se dire à chaque fois qu'il y a eu une bonne idée, pourquoi cette bonne idée a été finalement pas véritablement mise sur le marché régulièrement? Parce qu'il y avait parfois des contraintes qui sont des contraintes d'organisation. Mais l'idée était quand même extrêmement bonne, qui avait été à l'époque par le docteur Krompen et Toiti. Alors, deuxième élément qui a été... Donc là, tu as introduit encore un autre problème. Absolument. Deuxième élément, deuxième problématique de ce pilier, et ça a été décrit par Pablo Galindo, qui est d'ailleurs venu à l'hôpital américain il y a 2-3 ans maintenant, Absolument. Pour faire des présentations, et qui étaient remarquables. Et il a une publication qui est extrêmement importante, c'est non seulement ce pilier doit être concave, mais la hauteur de ce pilier est fondamentale. Et il dit qu'avoir un pilier de 1 mm au-dessus du col implantaire, c'est un pilier qui va générer une inflammation et une perte osseuse. Donc finalement, dans un pilier, il y a deux choses, quel que soit le pilier. Tu as la base que tu montres ici qui a une hauteur de 0,5, 1, etc., qui augmente. Donc tu parles là de la base du pilier. On est absolument, d'accord? la base du pilier, et cette partie-là est concave. Elle est concave, mais après, toi, tu rajoutes le problème de la hauteur. La hauteur, exactement, la hauteur de cette concavité. Et aujourd'hui, il est reconnu qu'il ne faut pas utiliser un pilier de 1 mm de colle. Il faut donc envisager les choses de manière différente au niveau de la mise en place de l'implant. Et aujourd'hui, on va plutôt positionner un implant dans une situation légèrement infraosseuse de façon à pouvoir utiliser un pilier concave avec une hauteur de colle qui est de minimum 2 mm. Donc là, tu as introduit plusieurs paramètres. Tu as commencé à dire d'abord, il faut que tu aies peut-être un pilier intermédiaire parce que tu ne veux pas qu'on déchire le saut épithélio-conjonctif. Donc c'est un premier paramètre. Le deuxième paramètre que tu as introduit, c'était donc la concavité. Et le troisième paramètre, là, si je ne me trompe pas, c'est la hauteur de la base du pilier prothétique, quel qu'il soit. Donc là, on a déjà 3 nouveautés. Exactement. Et donc on a cette étude toujours de Pablo Galindo qui montre que plus le pilier a une hauteur importante, c'est-à-dire au-delà de 2 mm, voire jusqu'à 3 mm, et moins on a de pertes osseuses associées. Donc ça, c'est un cas qui est intéressant parce que c'est un cas qui a été fait, je crois, également à l'hôpital lors d'une chirurgie en direct. Et donc, on a extrait la dent, on a mis en place un implant. Et vous voyez, mise en charge immédiate avec une dent provisoire. Le résultat est tout à fait satisfaisant. On n'a pas de problème avec cette dent provisoire. Et vous voyez que le pilier, ici, répond aux impératifs qu'on vient de décrire, c'est-à-dire qu'il est concave, il a 2 à 3 mm de colle, et ce pilier a été mis en place 24. Donc là, si je peux, je ne sais pas si on le voit, donc ça c'est le pilier, tout ça. Ça c'est la base du pilier qui va de là à là, et Philippe parle de ça, il faut que ce soit supérieur à 2 mm. Donc là on a un pilier effectivement qui semblerait être de 3. Et donc on est à la sortie de cette chirurgie, et ça c'est vieux, c'est au moins 6-7 mois après l'intervention, donc on est en provisoire seulement. Et on peut dire qu'on a ici un peu le zero bone loss concept, c'est-à-dire qu'on n'a pas de perte osseuse. Absolument. Alors par contre,
Quand on revoit le patient qui a été traité lui aussi à l'étranger, on le revoit en contrôle 2 ans après, et là, on a un problème majeur, qui est qu'on a une fistule au niveau de l'implant. Et quand on prend la radio de contrôle, on n'est plus du tout dans la configuration du pilier qui avait été réalisé avec la dent provisoire, puisque là, on a un pilier qui n'a plus que moins de 1 mm, donc qui a comprimé complètement l'espace biologique et qui a créé cette inflammation et qui aboutit à cette fistule. Donc là, dès qu'on a vu ce patient, avant de faire la radio, on a stressé. On s'est dit, fistule sur un implant aussi haut, c'est fini, on va déposer l'implant. Et finalement, heureusement, on a refait une autre provisoire avec un col beaucoup plus haut, donc de 3 mm, et tout est rentré dans l'ordre. Donc c'était quand même sympathique. Donc on a vu déjà un certain nombre de choses concernant ce pilier. Donc on a vu sa concavité, la hauteur du col. Un autre concept, c'est-à-dire qu'on sait que la connexion des connexions pose des problèmes. Un autre concept qui a été mis en place également par un certain nombre d'auteurs depuis de nombreuses années, c'est l'idée de pouvoir positionner le pilier définitif au moment de la chirurgie, de façon à ne plus avoir d'agression du tout au niveau de ce saut épithélio-conjonctif. 4e concept, d'accord. Voilà. 4e concept, c'est ce qu'on appelle le one abutment, one time, c'est-à-dire qu'on pose le pilier le jour de la chirurgie et on ne touche plus après à ce pilier, on n'a plus à le déconnecter. Finalement, on est en train de ressortir quelque chose qui a été publié il y a plus de 10 ans exactement. Absolument. Puisque c'est 2011-2010. C'est ça l'intérêt. Donc, pour faire un petit résumé, on s'est rendu compte que nous, dans notre exercice, Philippe va vous montrer beaucoup de cas cliniques, on fait finalement de one abutment, one time, on le fait depuis toujours. En mise en charge immédiate. En mise en charge immédiate et toujours avec une anatomie particulière. Et on s'est dit pourquoi on a des résultats qu'on va vous montrer. Donc finalement, on a tout de suite la mise en place donc, du pilier qui peut être mis donc, soit au moment de la mise en charge immédiate, soit secondairement après l'ostéo-intégration, après la cicatrisation des tissus lourds. Et finalement, on n'aura qu'une seule manœuvre. On aura agressé, en tout cas dans la deuxième option, une seule fois la tâche épithélio-conjonctive. Donc là, on est revenu, on a fait finalement du one abutment, one time, un peu sans le savoir, et on a commencé à se poser des questions. Donc c'est ce pilier multi-unit abutment qui est généralisé dans pratiquement maintenant tous les systèmes implantaires. Tous les systèmes implantaires utilisent ce pilier conique en prothèse plurale. Donc c'est un pilier qu'on utilise depuis toujours en prothèse immédiate. C'est Paolo Malo qui, au départ, a montré un peu comment fonctionnait la mise en charge immédiate pour les prothèses complètes et les prothèses plurales, en mettant en place les implants, en mettant en place ces piliers multi-unites le jour de la chirurgie, en prenant l'empreinte le jour de la chirurgie et en réalisant le bridge provisoire dans les 24 heures qui suivaient la mise en place de la chirurgie. D'ailleurs, même ce phénomène est très ancien, puisque nos premiers cas qu'on a fait il y a plus de 30 ans sont des cas de Bradmark avec des piliers qui n'étaient pas des piliers coniques, qui étaient des piliers droits. C'était essentiellement pour des édentements complets à la mandibule. On mettait naturellement le pilier au deuxième temps, parce qu'à l'époque, on enfouissait les implants, mais il y avait également qu'une seule fois une agression de la tâche épithélio-conjonctive. Absolument. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne et on a beaucoup de recul sur cette technique de mise en place de ce pilier immédiatement lors de la chirurgie, mis en place immédiatement lors de la chirurgie. Donc ce pilier multi-unite qui va être ce pilier intermédiaire, ça fonctionne très bien puisqu'on a depuis des années fait de la mise en charge immédiate, ici sur un Holland 4, avec des piliers qui sont au-dessus, qui viennent au-dessus des tissus mous pour des raisons d'hygiène, mais on a également de très bons résultats. Ça ne fonctionne plus. De très bons résultats sur un certain nombre de cas un peu plus esthétiques dans le secteur antérieur ici. Et vous voyez qu'ici, on a toujours ces résultats de niveau osseux qui sont extrêmement satisfaisants. Voilà, sur un autre cas de prothèse complète aussi, on a des résultats qui sont relativement constants et qui sont extrêmement satisfaisants après une mise en charge immédiate et réalisation de la prothèse immédiate, de la prothèse définitive 6 mois après la mise en charge immédiate. Donc ces résultats constants que l'on a, finalement, on s'est dit il se passe quelque chose avec ce pilier intermédiaire
et on le voit au cours de tous les cas cliniques que nous avons fait ensemble, le suivi est absolument incroyable. D'abord, ça facilite aussi la prise d'empreinte. Nous avions des confrères avec qui nous travaillons, des confrères extrêmement brillants en prothèse, qui prenaient l'empreinte directement sur la tête de l'implant pour la mise en charge immédiate. Donc c'était quand même extrêmement compliqué, même avec des implants à connexion à plat, des connexions externes ou d'autres connexions internes à plat. Et donc moi j'ai au cabinet beaucoup de ces patients où malheureusement on a des périimplantites importantes. Donc le fait d'aller trifouiller et d'avoir finalement cet espace où il y a des bactéries qui se mettent, ça entraîne toujours des problèmes. Donc nous on a continué avec les cas complexes que vous voyez ici, les cas complets, à avoir quand même des résultats de perte osseuse sur des radiographies rétroalvéolaires. Moi, quand j'étais jeune, mon patron m'avait appris qu'il fallait prendre des rétroalvéolaires et pas des panoramiques, parce que là, on voit tout, on voit chaque spire, et on a des résultats qui sont quand même assez spectaculaires. Donc finalement, le concept de one button, one time que tu as montré tout à l'heure, c'était très intéressant, mais au début, les gars, ils prenaient le pilier, si je ne dis pas de bêtises, ils le préparaient dans la bouche du patient, donc ce n'était pas non plus d'une très grande propreté. Il fallait mettre, enlever et tout, donc c'était peut-être injuste, mais il y avait possibilité aussi d'envoyer un peu de métal peut-être en sous-gingival. Absolument. Bon, alors, on a tous conscience que le pilier multi-unit abutment, comme on l'appelle, le pilier MUA, c'est quelque chose qui est aujourd'hui d'utilisation vraiment constante dans nos cabinets. Il a quand même un inconvénient. Le premier inconvénient, c'est qu'il est relativement volumineux et qu'il n'est pas franchement adapté au niveau des incisives mandibulaires, par exemple. Deuxième inconvénient, c'est qu'on ne fait que de la prothèse plurale avec ce pilier. On n'a pas de composant antirotationnel. Donc, on ne peut pas réaliser une prothèse unitaire sur un pilier multi-unit. Je n'ai plus de fonction. Et donc, finalement, ces deux inconvénients, effectivement, t'empêchent. Mais là, globalement, ce qui est important, avant de passer à la prothèse unitaire, c'est de dire que même par rapport au pilier multi-unit qu'on connaissait il y a 15 ans, l'anatomie du pilier multi-unit a déjà intégré dans la plupart des firmes qui comprennent la biologie, c'est-à-dire la hauteur de la base du col, la concavité. Ils ont introduit, on le voit très bien, la concavité ici. Donc, ces nouvelles recherches ont modifié l'anatomie du pilier multi-unit. On vous montre, dans plusieurs publications, on a montré qu'il y a des anatomies qui étaient au début complètement convexes. Maintenant, ça devient totalement concave. Oui, toutes les firmes s'adaptent. Alors, il y a un pilier qui est sorti récemment, qui s'appelle le pilier Connect, qui répond un peu à toute ce concept de muco-intégration qui reprend tous ces paramètres dont on vient de parler. Donc ce pilier Connect a à peu près les mêmes qualités que le pilier multi-unit, avec en plus la possibilité de pouvoir faire de la prothèse unitaire. J'ai plus de télécommande. Il faut que tu me donnes la télécommande. Donc, ce pilier Connect, donc, qui peut être placé au moment de la chirurgie, donc, qui va remplacer le pilier de cicatrisation, a un certain nombre d'avantages. Donc, il va répondre au concept One Abutment, One Time. Il va transférer en fait la plateforme prothétique à un niveau qu'on appelle tissue level. On passe d'un implant qui est bone level à un implant tissue level, avec cette faculté de positionner la plateforme prothétique dans une situation plus ou moins sous-gingivale, puisqu'il y a différentes hauteurs de piliers. Ce composant est stérile, il n'a pas besoin d'être décontaminé, il est stérile, il est livré stérile, donc on le prend, on l'utilise, on le met en place directement comme le pilier multi-unit. Donc c'est un composant en un seul, c'est un seul composant, il n'y a pas de vis, donc il est monobloc, donc c'est un avantage, il permet une certaine herméticité. Il respecte le platform switching dans ce concept prothétique. Il a un couple de serrage qui est élevé, qui est de 30 Newton-cm, donc il n'y a pas de dévissage, il n'y a pas de problème de dévissage. Il a sa forme qui est relativement concave. Et puis il y a un diamètre qui est de 4 mm pour les implants standards et qui peut être augmenté jusqu'à 5-7 pour les molaires. Et donc on peut dire également que le pilier multi-unit, en général, tourne autour de 4,8 à 5 mm, ce qui est quand même très volumineux lorsqu'on parle de petites dents. Et avec les capuchons parfois qui sont par-dessus, il peut même augmenter. Donc on passe donc finalement de 5,1 à 4 mm, ce qui change beaucoup. Et dernier avantage, c'est qu'il est anodisé, ce qui est assez agréable d'un point de vue esthétique. Même si on a un parodonte un peu fin ou qui devient fin avec le temps, ben, ça sera quand même beaucoup moins disgracieux.
Donc là, on voit bien, on a fait un cas pour la documentation, où on a mis d'un côté un pilier multi-unit sur la droite du patient et un pilier connect, et on voit très bien que l'anatomie est totalement différente et qu'il y a une certaine logique quand on voit de 5.1 à 4.1. Donc d'un point de vue prothétique, c'est quand même beaucoup plus... D'un point de vue prothétique, c'est quand même beaucoup plus logique d'avoir cette possibilité d'un diamètre qui est un diamètre de 4 mm. Donc ce nouveau pilier connect va nous permettre de changer un peu nos plans de traitement et surtout va permettre de respecter tous ces différents points, puisqu'il y a quand même beaucoup d'avantages, les mêmes avantages que nous avons pour le pilier multi-unit, avec la possibilité de faire, il y a des composants anti-rotationnels, donc on peut faire, Philippe va vous montrer pas mal de prothèses unitaires. Ça, c'est un collègue que nous avons vu avec maladie parodontal avancée. Vous voyez, les incisives sont malheureusement terminales. Et donc, le plan de traitement retenu, c'était d'enlever les 4 incisives, de mettre 2 implants. Et vous voyez là sur la gauche de votre écran, on a mis des piliers multi-unit. Mais lorsqu'on met des piliers multi-unit, on se rend compte que c'est jouable. Hein. On l'a fait plein de fois, mais ça tombe à chaque fois vraiment dans les embrasures. Donc, c'est relativement difficile. Tandis que si on met 2 piliers connect, c'est quand même beaucoup plus logique d'un point de vue prothétique. Donc maintenant, on met systématiquement, dans certains cas, des piliers connect et ça permet naturellement d'avoir une vision qui est une vision plus logique de la prothèse. Il est serré également à 30 newtons. On a plus de connexion conique, parce que nous, dans notre pratique, on essaie d'utiliser essentiellement des implants qui sont des implants à connexion conique. Donc là, ça permet aussi de changer une connexion conique en une connexion à plat. Alors d'un point de vue prothétique, ensuite, c'est tout à fait classique. Ici, on met en place les transferts. Moi, je solidarise toujours les transferts entre eux. On est juste après la phase chirurgicale, c'est une mise en charge immédiate. Systématiquement, on prend une radiographie de contrôle pour vérifier l'adaptation, la bonne adaptation des transferts sur les piliers. Et on voit là également que l'on a très bien un implant en connexion conique, toujours le platform shifting, avec tout ce qui est concave, même les transferts d'empreintes sont pas ici. Là, ce qu'on voit, si tu veux revenir en arrière, ce qu'on voit en fait, c'est le pilier connect ici qui est concave. C'est le pilier connect qui est concave et la plateforme prothétique se situe ici et le transfert vient s'adapter sur cette plateforme prothétique. Donc ici, on est en connexion à plat, ce qui est une connexion qui est plus facile à interpréter d'un point de vue radiographique. Lorsqu'il y a un hiatus, on le voit immédiatement, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on parle de connexion conique, où il y a quand même une petite phase d'apprentissage une courbe d'apprentissage qui est nécessaire lorsqu'on utilise des implants avec une connexion conique. Donc l'empreinte est réalisée de façon tout à fait traditionnelle avec des silicones. Et puis le laboratoire nous réalise la prothèse provisoire, le bridge provisoire, avec des composants titane et une prothèse résine qui est positionnée, donc qui est mise en place 24 heures après la mise en place des implants. Et on voit la radiographie de contrôle et la bonne adaptation de ces piliers et le résultat esthétique, puisqu'on a pu rentrer les dents. Et ça, c'est le résultat à plus long terme. Alors, un cas beaucoup plus simple, très simple. Ici, il y a deux prémolaires sur lesquels on a mis en place deux implants avec des connexions coniques. Et les deux piliers connect ont été mis en place le jour de la chirurgie. Ici, vous voyez le pilier connect avec ses capuchons de cicatrisation, en sachant qu'on n'a plus besoin de pilier de cicatrisation. Le pilier connect va remplacer le pilier de cicatrisation. Donc ici, lors de la maturation des tissus, et après ostéo-intégration et maturation des tissus, on enlève les piliers de cicatrisation et on voit sur la diapositive de droite, sur la photo de droite, donc ces différents piliers connect. Sur le cas mandibulaire antérieur tout à l'heure, tu as utilisé donc des systèmes rotationnels. Absolument. Et là on va réaliser... Tu peux nous montrer ici, on voit qu'il y a un système anti-rotationnel, donc tu vas probablement faire deux unitaires. Il y a un système d'indexation. Ce n'est pas un système anti-rotationnel, il y a un système d'indexation qui permet l'utilisation d'éléments anti-rotationnels. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Vas-y, diapositive suivante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le pilier connect ici doit être de 1,5 mm, il est court, et le reste, c'est le capuchon de protection du pilier connect. Et finalement, ça permet d'être dans le même profil des maladies. On n'a pas quelque chose de trop volumineux qui peut entraîner des récessions gingivales. Tu peux passer. Merci.
Donc voilà les composants. Donc le composant, l'empreinte est prise avec des transferts antirotationnels et on va réaliser 2 dents unitaires. 2 dents unitaires avec des composants prothétiques qui sont antirotationnels. Et on le voit très bien sur la photo du composant au milieu. Il y a un hexagone qui va venir s'indexer sur l'intérieur de ce pilier connect. Donc les 2 dents ont été réalisées de façon individuelle. Ce sont 2 dents qui sont réalisées avec des composants antirotationnels. Ce sont des céramiques de type IMAX qui sont collées sur ces composants prothétiques en titane. Ensuite, donc, les 2 dents sont mises en place et on a ici un résultat à plus long terme. Je pense qu'on le montre. Alors là, ce qui est intéressant aussi, Philippe, c'est que finalement, nous, on a notre culture maintenant depuis plus de 10 ans, c'est de systématiquement, au niveau des secteurs postérieurs en tout cas, même au niveau des secteurs antérieurs, de mettre des piliers multilitres partout pour effectivement avoir ce pilier intermédiaire qui préserve tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et là, si on regarde, on est séduit ici par les piliers multilitres qui ont été mis en place au niveau des secteurs postérieurs, toujours concaves, une hauteur supérieure à 2 mm. Et finalement là, sur des petites dents, tu as reproduit la même chose. Sur des petites dents, tu as reproduit la même chose. De façon individuelle. De façon individuelle. Et tu as, alors que pour le multilitre, c'était des systèmes rotationnels, tu n'aurais pas pu faire ça. Donc voilà le résultat à plus long terme et avec une stabilité osseuse ici qui est assez exceptionnelle dans l'ensemble et qui est reproductible. Et on peut peut-être dire aussi le pic osseux que tu as entre ces 2 implants qui sont des prémolaires, d'accord ? On voit qu'il y a un pic osseux entre 14 et 15 et que si jamais on avait utilisé des composants en métal, donc des multilitres plus larges, peut-être que ce pic osseux aurait peut-être disparu. Absolument. Le concept, en fait, aujourd'hui, c'est de générer le moins de contraintes possibles autour du col implantaire. C'est pour ça que le diamètre du col implantaire de tous les implants s'est réduit aujourd'hui et on a tendance à avoir un col implantaire qui est plus étroit que le corps de l'implant. Et puis, on a ce concept de pilier intermédiaire qui est tel qu'on l'a décrit avec tous ses avantages et toutes ces contraintes et qui vont minimiser les contraintes au niveau du saut épithélio-conjonctif. Et surtout, ça facilite de manière incroyable la prise d'empreinte, puisque vous n'êtes que des connexions à plat qui sont 1 mm, 1 mm et demi, maximum 2 mm sous-gingival. Absolument. Donc ça, c'est un patient également que nous avons traité ensemble, qui avait un bel abcès au niveau de la dent 11. On a extrait la dent, on a énucléé un kyste latéraux-radiculaire significatif, on a gardé le petit pont vestibulaire osseux qui est capital, on a retiré tout ce qui était tissu de granulation, tissu infecté. On a mis en place ici un implant qui était un implant de 3,9 de diamètre, un implant V3 de 3,9 de diamètre par, je pense, 16 mm de longueur, donc avec un bon ancrage au-delà. Vous voyez sur votre droite qu'il y a une espèce de fenestration de la corticale vestibulaire. Donc voici la mise en place de l'implant. Puis on a quand même un gap important. Toutes les études donc montrent qu'il faut combler ce gap. Donc on a comblé le gap en intra-osseux, plus en vestibulaire, pour avoir une épaisseur qui soit au moins 4 mm de régénération, puis une membrane. Et vous voyez qu'on a une perte osseuse qui est quand même importante en vestibulaire. On a mis un bridge, qu'un patient qui vivait à l'étranger, Philippe a mis un bridge collé. Oui, c'est la temporisation qu'on aime bien lorsqu'on ne fait pas de mise en charge immédiate. Ici, l'implant a été posé avec un pilier de cicatrisation traditionnel et un bridge de temporisation qui est un bridge collé un peu particulier parce qu'il y a une entretoise. Le patient voulait conserver son diastème interincisif. Donc ce sont des bridges qu'on réalise, ce sont des bridges qui sont réalisés sans préparation et qui sont collés soit au verre ionomère, soit à la résine 4 méta avec du superbond si on a besoin d'une rétention plus importante. Et ensuite, au bout de quelques mois, après la cicatrisation osseuse, on peut décoller ces bridges en trouvant un plan de clivage entre le métal et la dent et en jouant avec des petits instruments type ciseaux à émail ou instruments cassés qui ont transformé en ciseaux à émail. On arrive à trouver un plan de clivage, à décoller facilement ces bridges collés et à les recoller après si nécessaire. Donc là, on est au stade 2, c'est-à-dire qu'à là, tu vas mettre ton pilier intermédiaire, finalement, pas tout de suite à la chirurgie, mais au moment du stade 2. C'est-à-dire qu'on enlève une fois le pilier de cicatrisation et on met en place le pilier connect qui ne sera plus jamais déposé. Donc limite une rupture une seule fois de ton attache. On limite les connexions, les déconnexions qui sont néfastes pour
et qui agresse en fait le saut épithélio-conjonctif. Mais on peut dire aussi dans un cas esthétique comme ça, vu qu'on a fait une régénération osseuse, on a mis une membrane et tout, c'est quand même extrêmement difficile en tant que pour la prothèse de choisir la bonne hauteur de pilier connect. Donc là, finalement, c'était une bonne indication peut-être de le faire au deuxième temps. Absolument, ça c'est un élément supplémentaire. Ça permet de choisir exactement la bonne hauteur du pilier en fonction de la hauteur des tissus mous disponibles au-dessus du col implantaire. Donc ensuite, la prothèse traditionnelle et classique, on prend une empreinte avec toujours ces transferts, ce transfert qui est anti-rotationnel, et on le voit très bien au niveau de l'empreinte sur la photo de droite, en bas, l'hexagone qui permet l'indexation de ce transfert sur la partie conique, sur l'intradoconique de l'implant. Pas de l'implant, mais du pilier. Donc ici, la prothèse également, comme précédemment, est réalisée avec une prothèse, une céramique de type IMAX qui est collée sur le composant titane. Et le résultat esthétique est satisfaisant, avec toujours ce résultat osseux qui est stable dans le temps et qui nous permet d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Donc ça, c'est un cas, c'est un cas un peu plus original. C'est une 46 qui a une fracture, une fêlure mésio-distale. On a un volume osseux satisfaisant. On a fait un guide chirurgical pour une chirurgie totalement guidée. Donc, on a pris une empreinte optique. C'est une empreinte optique qui a été prise avant l'extraction, de façon à enregistrer le volume de la dent qui sera extraite. Donc, cette planification, elle est réalisée à l'aide du logiciel M-Guide. Donc, ici, la planification est réalisée avec un implant de V3 de 5 par 11,5, je crois. 5 par 11,5. Et donc, après cette planification, on commande un guide qui est donc le M-Guide et qui va permettre de réaliser une chirurgie totalement guidée. On commande également, lors de cette planification, on commande un pilier SSA. Pilier SSA, c'est ce pilier qui a été décrit par Gary Finel et par d'autres également maintenant, qui est assez utilisé de façon généralisée. Donc là, par contre, on ne le fait pas en bouche, on l'a commandé au laboratoire, puisqu'on a enregistré au départ la morphologie du collet de la dent qui allait être extraite, et on demande au laboratoire de nous fournir un pilier individualisé, adapté au collet anatomique de la dent. Donc ce pilier, il va être conçu pour être positionné sur un pilier connect. Donc voici le guide chirurgical qui va être utilisé. Donc nous pratiquons délicatement toujours des hémisections. Lorsque nous pratiquons des extractions, en règle générale, on essaie de jamais toucher ni à la gencive, ni à l'os. Donc ça veut dire qu'il faut couper la dent en petits morceaux. Il faut être extrêmement patient. Donc là, une hémisection, puis après on a dû couper en 3-4 morceaux la racine mésiale et la racine distale. En tout cas, si vous voyez en bas sur votre droite, on n'a pas du tout touché ni à la gencive, ni à l'os. Donc on met en place notre guide, ces fameux guides M-Guide qui sont assez impressionnants. Ils sont un petit peu comme des ventouses d'une pieuvre, parfaitement adaptés partout au niveau avec des petits taquets. Donc il y a une bonne irrigation, on voit très bien les petits taquets sur votre droite. Parfaite stabilité, ça nous permet donc d'enchaîner la séquence chirurgicale. On a publié déjà ce cas, vous l'aurez bientôt. Et donc ici on met en place donc, ce fameux implant et on voit le parfait positionnement de l'implant. C'était une chirurgie totalement donc, flapless, même si on voyait la surface occlusale. Donc, on n'a pas fait de lambeau additionnel. Voici le positionnement de l'implant. Ces fameux implants V3 donc, doivent avoir ce petit... comment tu l'appelles déjà ? Ce sont des méplats, ce sont des implants qui sont tronconiques, qui sont avec un méplat vestibulaire, qu'on doit mettre en vestibulaire. Et le concept, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que comme les implants sont tronqués ici, par rapport à un implant cylindrique, on va ménager plus de place pour la régénération osseuse et moins de contraintes. Donc, c'est un concept qui a été décrit par Nitzan Bichacho, Eric Van Doren et Yuval Jacobi. Et je dois dire que l'utilisation de ces implants, plus associés aux différents concepts des piliers intermédiaires, aujourd'hui, on arrive à se rapprocher, en tout cas très sérieusement, de ce que Linkevicius a décrit comme le zéro bone loss concept.
Donc là, vous voyez, même en vestibulaire, on a laissé une certaine épaisseur d'os, parce qu'on a tous des implants que l'on met qui sont parfaitement mis, on a 3-4 mm en dehors, et puis d'un seul coup, 6 mois plus tard, on a moins d'os. Donc là, encore une fois, le fait d'avoir ce fameux méplat permet de gagner, selon le diamètre de l'implant, au moins 0,5 à 0,7 mm donc de gain osseux. Puis là, ça y est, on change, on est toujours le pilier intermédiaire dont nous parlions avec Philippe. Mais maintenant, puisque c'est une molaire, donc on met un pilier intermédiaire qui est un pilier intermédiaire de 5,7 de diamètre et plus de 4 de diamètre, qui est positionné, donc la même chose, à peu près quoi, un 5, 2 mm en sous-gingival. Il est serré également à 30 newtons, et là l'avantage, on a une plateforme de travail prothétique, de surface de travail prothétique qui est en position, on passe d'un implant qui est vraiment bone level, d'un implant qui vient tissue level, en sachant que là, on peut... Le gros problème des implants bone level, c'est que surtout au niveau des secteurs esthétiques ou antérieurs, une fois que vous avez mis l'implant, avec le temps, vous êtes bloqué. Avec les implants tissue level. Avec les implants tissue level, merci de corriger. Et donc, on est vraiment bloqué et on est obligé de continuer, voire de travailler avec la tête de l'implant. Donc là, on bloque à 30 newtons. Et donc... Et on met en place, donc tout a été conçu au niveau du laboratoire. Et on arrive à mettre en place ce pilier SSA qui est ici a été réalisé en zircone. Et on a mis en place donc l'implant de façon totalement guidée par rapport à la planification qui a été respectée. Et le pilier qui a été choisi également lors de la planification. Et ce pilier SSA qui est vissé sur ce pilier et qui va permettre donc d'assurer une cicatrisation homothétique au collet anatomique. Donc voilà la période de cicatrisation et le résultat esthétique avec toujours ce niveau osseux qui est assez spectaculaire et qui se situe maintenant au-dessus de l'implant, qui reste stable au-dessus de l'implant. On n'a plus cette perte de 1 mm voire à 2 mm qui était considérée comme physiologique au départ et c'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant. Ça, c'est une jeune fille qui a été traitée, qui a une fente palatine, une fente labiale, qui a été traitée remarquablement par Aurélie Majoureau, son orthodontiste, et par l'équipe avec laquelle elle travaille, qui est l'équipe du professeur Picard à l'hôpital Necker. Il faut savoir que ces enfants reçoivent à peu près entre 10 et 15 chirurgies entre le moment où ils naissent et le moment où ils arrivent dans nos cabinets. Après l'âge de 22-23 ans, lorsqu'on peut envisager la mise en place d'un implant. Parce qu'on sait aujourd'hui que dans les fentes palatines, lorsqu'elles ont été correctement régénérées, traitées et greffées par une équipe compétente, la solution implantaire est la meilleure solution pour traiter ces enfants et maintenir l'os qui a été greffé. Le problème, c'est que quand on reçoit cette patiente, effectivement, on a un volume osseux qui est satisfaisant, mais on a un énorme défaut à la fois osseux en vestibulaire et épithélio-conjonctif, une perte osseuse, une perte épithélio-conjonctive importante, un défaut épithélio-conjonctif important. Et donc, il va falloir gérer ce défaut au moment de la chirurgie. Donc, on a essayé de faire un lambeau large et de combiner aussi bien une greffe osseuse qu'une greffe de tissu conjonctif. Donc en haut, on voit qu'on fait donc le lambeau, on met en place, on fait la préparation, on a mis un implant de petit diamètre, c'est une incisive latérale. Là aussi, une incisive latérale, c'est toujours un implant de petit diamètre, inférieur à 3,5 en tout cas. Donc on positionne l'indicateur de direction, on met en place c'est un implant MIS ici, donc V3 de 16 mm de longueur, 3,3 de diamètre. Il est parfaitement stable, on le voit à la fin, ça commence à bloquer, on va voir sur le contre-angle. Vous voyez là le blocage, puis on active, l'implant est mis en place. Maintenant, on va s'occuper des tissus mous. On fait un prélèvement au niveau du palais, fraise diamantée qui élimine donc tout ce qui est épithélium. Puis après, on fait donc le prélèvement que vous voyez sur l'écran au milieu. Une fois que le prélèvement est fait, on le positionne en vestibulaire pur. On tunnelise avec des petits instruments en mésial. Donc on va essayer de traiter l'ensemble des 2 dents au moins 11 et 12 et peut-être un tout petit peu 13. On tracte la greffe de tissu conjonctif et en vestibulaire pur. On va même, à la fin, vous allez voir, doubler le conjonctif enfoui.
puisqu'on avait de la chance d'avoir un conjonctif enfoui satisfaisant. Donc là, on voit qu'on a doublé, vous voyez, on double le conjonctif enfoui. Et donc là, il est suturé. Puis après, une fois qu'on a fait ça, naturellement, on rajoute un biomatériau en vestibulaire. Alors pendant de nombreuses années, tu utilisais le BioOS. Voilà. Et aujourd'hui, tu utilises plutôt... Pour les sinus, j'utilise beaucoup le BioOS. Et je dois dire que j'ai été bien influencé par de nombreux amis, des Français extrêmement brillants. Et donc, j'utilise beaucoup de Biobank, qui est un produit français. Ça fait toujours plaisir quand même de promouvoir un peu notre pays. Et donc, avec des résultats que je trouve assez spectaculaires. Thierry Degors. Avec Thierry Degors, effectivement, qui m'a converti, je dirais, au... Donc ça, c'est la situation initiale. Voilà. Et là, c'est la situation, on récupère la patiente 6 mois après. Et là, c'est un vrai plaisir de refaire la prothèse. C'est-à-dire qu'on a le pilier Connect qui a été mis en place au moment de la chirurgie et on a un environnement parodontal qui est totalement satisfaisant. Et faire une prothèse, ensuite, ça devient extrêmement simple. Et on parlait vieillissement. Cette fille, elle a quel âge maintenant? Cette jeune fille, elle a 20 ans, 21 ans? Non, elle a plus que ça. On l'a traitée, elle avait 24 ans. 24. Et ça fait donc 3 ans maintenant qu'elle est traitée. Donc c'est pour le futur. En tout cas, on a quand même, le temps qu'elle perde tous ses os et qu'elle perde le tissu conjonctif, en tout cas, on espère avoir un résultat stable dans le temps. Et là, donc la prothèse a été réalisée de façon numérique. On en prend une empreinte avec une caméra numérique et la prothèse est très simple. En fait, c'est toujours une prothèse IMAX avec une base titane qui est soit une T-base, soit un pilier titane individualisé. Et à ce moment-là, le résultat esthétique, il est facile à obtenir parce que tout ce qui posait un problème a été géré en amont. Et on a toujours ce résultat osseux qui est... Donc là, on laisse vivre l'os avec un implant de petit diamètre et on laisse vivre les tissus mous avec finalement des piliers qui ne compriment pas, quoi. C'est piliers intermédiaires. Ça aussi, c'est une charmante dame qui est venue nous voir, qui avait des complexes parce qu'elle n'arrivait plus à sourire. Elle avait un sourire avec des abcès devant. Donc on a pris des petites radios, on a essayé de temporiser et finalement, on voit qu'il y a un abcès au niveau de 11-12. Donc on a décidé de faire un plan de traitement. On a fait un scanner, et donc dans ces cas-là esthétiques, on essaie de ne pas mettre les implants tout de suite. On fait des reconstructions d'abord, sinon c'est extrêmement compliqué. On fait aussi souvent beaucoup appel à nos amis orthodontistes qui font des égressions qui permettent de régénérer de l'os. On a beaucoup de cas comme ça. En tout cas, là, on avait décidé donc d'extraire ces racines, de mettre, ici on avait mis d'ailleurs du BioOS. À l'intérieur, on avait pris des petits punch au palais, on avait fermé, donc on a fait un traitement relativement simple, phrénectomie. Et naturellement, on nettoie parfaitement les alvéoles pour pas qu'il y ait de tissu de granulation. Et puis on ferme avec des petites greffes, je dirais, épithélo-conjonctives. Et voici le résultat. Et là, l'avantage, c'est que je n'ai pas d'adjointe. Pas d'adjointe parce qu'on fait la temporisation avec ce type de bridge collé aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, le bridge collé prend appui sur la canine et la prémolaire d'un côté et sur l'incisive latérale et la canine de l'autre côté. On n'a enlevé que 3 dents, on a pu conserver l'incisive latérale. Et on va temporiser et on attend 6 mois avec ce... Voilà, parfois même, peut-être qu'on a attendu même, je pense, peut-être 8 mois. Donc il ne faut pas être pressé. L'avantage d'avoir un bridge collé, tout le monde est content. La patiente est contente, nous on est contents. Parce que de temps en temps, même avec des prothèses adjointes parfaitement bien faites, avec des doubles crochets postérieurs, lorsque ça comprime au niveau antérieur, on a des pertes osseuses. Oui, on a attendu, mais si tu peux revenir en arrière. Bien sûr. On a au niveau de ce bridge collé, reviens encore une fois en arrière, merci, on a, pour compenser la perte dentaire et la perte des tissus mous, on a été amené à faire une fausse gencive. Donc ce bridge collé était très satisfaisant pour la patiente parce qu'on a fermé ces triangles noirs qu'elle ne voulait plus voir, mais on l'a fermé de façon prothétique et artificielle avec une fausse gencive. Et donc elle pouvait sourire en bas à droite, c'est pas mal déjà. Elle pouvait sourire, elle était très satisfaite, mais on avait quand même une fausse gencive et ça c'était quelque chose. Avantage, elle a plus les triangles noirs, elle est contente, elle n'a pas d'adjointe. Là, elle n'a pas d'adjointe. Donc on a temporisé et on a attendu 8 mois et au bout de 8 mois, on a fait une planification. On a refait un scanner et on voit le volume osseux qui a été gagné, qui est assez spectaculaire. Là, on est très content, mais il faut toujours être prudent. Il ne faut pas que ce soit... Donc ça dépend également du choix du biomatériau. Les biomatériaux que nous utilisons ont quand même beaucoup de recul
Et là, donc, avec le BIOS, on voit qu'on a un résultat qui est quand même assez spectaculaire. Et donc, on va espérer que la qualité, je dirais, de l'os lors de la chirurgie sera également satisfaisante. Ce n'est pas juste une image radio-opaque. Donc là, on fait la planification avec toujours ce système de MSoft. Et on a fait une planification sur le secteur antérieur. On a regardé la possibilité de mettre 2 ou 3 implants. Donc la planification a été faite sur 3 implants. Et on a demandé un guide chirurgical en conséquence. Donc on l'a fait sur 3 implants, alors que dès le début, on savait qu'on allait mettre probablement que 2 implants, parce qu'au dernier moment, peut-être il y aura un site qui sera moins favorable, moins stable. Donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles on avait choisi ça. Donc on avait finalement 3 possibilités implantaires. Avec ce guide qui a été fait. Et là, la chirurgie était totalement flapless. Donc vous voyez, on a retiré d'abord des petits, donc la partie épithélo-conjonctive. On a quand même une masse de tissu kératinisé extrêmement satisfaisante. On répond toujours à la même chose, beaucoup d'os, beaucoup de tissu kératinisé, les différentes séquences que l'on applique véritablement. Et avec ce guide M-Guide qui est parfaitement stable, ça permet donc, si vous voulez, d'aller jusqu'au fond avec la préparation, et on peut retirer à chaque fois, même si ça s'appelle une full guided, chirurgie totalement guidée, on retire, on vérifie quand même avec des instruments la sonde pour voir si jamais on n'a pas une perforation d'une corticale palatine ou vestibulaire. Et là, on voit bien que les implants sont mis en place avec ce guide. On a décidé, ce qui est logique, Philippe a décidé un point de vue prothétique, parce qu'on avait de la chance de mettre des implants à chaque extrémité, ce qui paraît plus logique. Et donc là, également, on a mis en place donc ces piliers que tu aimes bien, ces piliers donc connexes, ces piliers intermédiaires qui vont pouvoir donc d'éviter d'aller faire du trifouillage, si je puis me permettre, sur la tête de l'implant. Et là, on voit de nouveau l'implant V3 de part et d'autre, 3,9 de diamètre, le pilier connect qui devait être des 1,5 je pense ou 2 maximum, et par-dessus le capuchon de protection du connect qui quelque part a un diamètre identique à 4 mm. Absolument. Donc là, on a le résultat du cone beam après mise en place des implants, et vous voyez qu'on a une corticale vestibulaire qui est totalement satisfaisante, que les implants sont bien positionnés. Et on va prendre de façon totalement classique également une empreinte pour réaliser le bridge provisoire. Diapositive suivante, merci. Donc ce bridge provisoire est réalisé ici avec des composants qui sont rotationnels, puisqu'on n'a pas besoin de composants anti-rotationnels. On préfère utiliser dans le bridge provisoire en tout cas des composants en rotationnel. Et on a pu, grâce à la régénération osseuse, grâce à la mise en condition des tissus, on a pu supprimer la fausse gencive du bridge provisoire, du bridge connecté. Mais il faut aussi dire là quand même que tu passes beaucoup de temps avec, tu utilises quoi, une fraise diamantée pour, qu'est-ce que tu fais? Parce que là tu as créé un peu les papilles. On façonne. En et fait, tu rajoutes de la résine? Pas forcément. On demande au laboratoire en fait d'avoir une convexité au niveau de l'intermédiaire de bridge. Et c'est au niveau du laboratoire et sur la fausse gencive qu'on arrive à obtenir un volume idéal du bridge provisoire qui va nous permettre de façonner la gencive. Mais j'avais entendu Michacho dire que finalement, il fait sa convexité un peu en palatin pour pouvoir... la convexité de l'élément pontique, pour pouvoir finalement rabattre un peu de tissu c'est ce que tu fais aussi, ou ça dépend, c'est difficile de dire? Non, ce qu'on fait, c'est on s'arrange pour que l'intermédiaire soit, le pontique soit complètement convexe, et qu'il y ait une certaine compression au niveau de l'intermédiaire. Là, on ne risque rien, parce que c'est que du tissu mou, donc tu risques rien avec la compression. Non seulement on ne risque rien, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que ça permet d'aménager, de faire maturer la gencive dans des bonnes conditions. Et là, on voit très bien. Voilà ce qu'on obtient. Donc, au bout de quelques mois... Au niveau de la 11, là, on voit vraiment qu'il y a... De quelques mois de maturation des tissus mous avec la prothèse provisoire, on arrive à recréer donc une architecture des tissus mous qui est satisfaisante. Et là, on voit très bien la papille au niveau inter. Et là, on va pouvoir, une fois qu'on est satisfait de la maturation des tissus mous et de cette configuration, donc on va reprendre une empreinte. Et ici, on prend une empreinte avec des composants anti-rotationnels, parce qu'en fait, dans le bridge définitif, j'aime bien associer un composant rotationnel et un anti-rotationnel. On ne peut pas associer 2 composants anti-rotationnels dans un bridge,
parce qu'il y a trop de... On le voit très bien dans l'empreinte. Trop de possibilités, trop de différences entre... Même si les implants sont parfaitement parallèles, on n'arrivera pas à faire... Mais les analogues sont-ils les mêmes ou non? Les analogues sont de toute façon les mêmes pour les composants rotationnels et antirotationnels. Donc là, on va faire une armature qui sera une armature en zircone. Donc systématiquement, lorsqu'on fait une armature en zircone ou en chrome cobalt, qui sont des armatures qui ne se soudent pas, qui ne se coupent pas, qui ne se soudent pas, on demande une clé en plâtre au laboratoire qui va permettre la validation de la fidélité du modèle. C'est-à-dire que si cette clé en plâtre, lorsqu'on la met en place, se fracture, c'est qu'il y a une erreur entre le modèle et la situation clinique. Donc si elle ne se fracture pas, on peut continuer la procédure prothétique et commander l'armature. Donc si un jeune confrère fait ça exactement comme toi et que ça casse, est-ce que ça veut dire il faut reprendre l'empreinte. Alors est-ce que peut-être, souvent tu décris quand on fait des cours d'une astuce, ça peut être aussi un défaut aussi au niveau de la pénétration de l'orifice? C'est-à-dire que quand on fait cette clé en plâtre, là on ne le voit pas très bien, mais c'est vrai que quand on décrit les clés en plâtre, il faut que le passage du tournevis soit libre, en fait, parce que si le passage au niveau du tournevis est contraint par le tournevis, il peut générer une fracture. C'est aussi la tête de la vis. La tête de la vis, elle passe en général, mais après, il faut que le tournevis passe de façon totalement libre à l'intérieur de cette clé. Sinon, c'est une fausse fracture. Exactement, mais enfin, en général, maintenant, les prothésistes ont l'habitude et ils font ce qu'il faut. Donc là... c'est quoi à gauche, là? C'est la planification de l'armature. De l'armature en zircone. L'armature en zircone a été scannée et elle est envoyée donc, chez l'usineur. L'usineur va scanner cette armature et va nous proposer un design. Et ce design, on l'accepte et ensuite on reçoit cette armature qui est entièrement en zircone avec des bases titane. Diapositive. Voilà l'armature avec des bases titane toujours. Et là, on voit bien sur la droite de l'écran que tu as un élément antirotationnel. On le voit sur l'armature ici, on le voit bien, je ne sais pas si on le voit bien, oui, on le voit ici sur l'armature qui n'est pas sur les modèles. On voit que d'un côté on a un hexagone et de l'autre côté on n'a pas d'hexagone. Ici on a un hexagone et l'autre on n'a pas d'hexagone. Donc on a un côté qui est antirotationnel et un côté qui est rotationnel. Alors ne me demandez pas pourquoi je fais comme ça, mais c'est comme ça que je préfère avoir une sécurité de positionnement, de stabilité, avec un composant antirotationnel et un composant libre. Mais il n'y a pas d'études qui montrent que c'est mieux que deux composants Donc là, tu fais l'essayage de quoi? Là, on est au niveau de l'essayage de l'armature. Et systématiquement, tu le fais systématiquement avec la zircone ou tu veux Moi, j'aime bien faire pour les bridges antérieurs comme ça. Ouais. On fait un essayage, puis si on veut prendre la photo, c'est mieux aussi. Donc ensuite, après, il y a le travail du prothésiste et le résultat esthétique, c'est le travail du prothésiste, il faut le dire. Nous, on fait un certain nombre de choses, on a des protocoles stricts, mais le travail esthétique, c'est le prothésiste. Et aujourd'hui, on a des prothésistes de talent en France et qui nous permettent d'obtenir des résultats qui sont extrêmement satisfaisants et qui donnent... Et la satisfaction de nos patients, on la doit à nos prothésistes. Voilà, et là, ce qui est quand même toujours important, l'esthétique, c'est sûr, mais il faut que l'esthétique perdure. Et là, on a respecté tout ce qui est, je dirais, les concepts biologiques, aussi bien tout ce qu'on a énuméré depuis le début de la soirée. C'est ce qui nous a permis donc de passer d'une patiente avec des abcès, des maladies périodontales terminales, à un résultat esthétique très satisfaisant. Avec, toujours pareil, Zero Bone Loss Concept, 9 octobre à l'hôpital américain, n'oubliez pas, n'est-ce pas? Et donc, en conclusion, la synthèse de tout notre passé en implantologie, toutes les années pour lesquelles nous avons travaillé, aussi le travail, la chance qu'on a eu de connaître Nissan Bichacho, Eric Van Doren et tous les conférenciers qui sont venus à l'hôpital américain. Finalement, on a essayé de résumer tous ces concepts que vous avez vus. Je ne vais pas tous les répéter, ils sont affichés. Et ces concepts nous permettent donc véritablement au quotidien d'avoir pratiquement plus de pertes osseuses. On a naturellement des échecs, parce que, comme tout le monde, on a des échecs, mais le but, c'est non seulement de diminuer le nombre d'échecs, mais d'avoir un niveau osseux extrêmement satisfaisant en prenant un tout petit peu plus de temps, en faisant des greffes osseuses, mais surtout en faisant beaucoup de greffes de tissu conjonctif. Mon fils Kevin souvent traite les échecs qui viennent sur les nôtres ou les autres en faisant beaucoup de greffes de tissu conjonctif. Même sur des implants qui sont disgracieux, on arrive à corriger beaucoup de choses avec des greffes de tissu conjonctif. On était très heureux ce soir.
On voudrait remercier naturellement Jérôme, remercier également donc Romain, et naturellement, il faut que tu parles des laboratoires, parce que sans eux, on n'est pas grand-chose. Absolument, les laboratoires, donc on les associe toujours à nos présentations, et ce sont Nicolas Millière, Philippe Almerac du laboratoire PHP, et Franck Beaupère qui est un laboratoire entièrement numérisé. Et on doit aussi remercier tous les membres de l'EID que j'ai cités au début. Donc, avant que tu nous poses des questions, je remonte de nouveau cette diapositive pour le 9 octobre, où il y a 6 chirurgiens en direct avec des gens qui sont exceptionnels, et ça permet de répondre, je dirais, à toutes les demandes, à des gens qui sont très expérimentés, parce qu'on ne monte jamais une chirurgie totalement, il y a toujours dans la salle 2 chirurgies, et donc chacun finalement arrive à obtenir quelque chose et à, si je puis me permettre de parler ainsi, à gratter quelque chose pour le lundi matin ou la semaine. Et on arrive à faire 6 chirurgies en direct parce qu'on travaille sur 2 blocs opératoires. Absolument. Et 2 blocs sont filmés en même temps, ils démarrent en quinconce et on arrive à passer d'une chirurgie à l'autre pour montrer ce qui est le plus intéressant. Et cette année, encore une fois, on est très content parce que ABCDent sera associé, ABCDent fera un streaming et Jérôme s'occupera dans tout ce qui est logistique du streaming. Parfait. Merci les amis, c'était vraiment superbe. J'ai quelques questions pour vous. D'abord, un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est de montrer cette clé en plâtre. Ouais. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est oublié par beaucoup de monde. Non. Là, tu l'as fait pour 2 éléments, donc vraiment ceinture et bretelle. Toujours. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment, je pense, remettre. Et moi, je fais par exemple beaucoup de numérique, mais il ne faut jamais oublier que ce sont pas Donc tu contrôles ton numérique avec la clé. Alors, on peut contrôler avec la clé, il y a des techniques qui ont été faites, c'est-à-dire qu'on va... alors, c'est pas forcément très très précis, parce que il faudra d'abord en fait réaliser un modèle. Absolument. On fait un modèle, et puis ensuite, on va réaliser une clé en plâtre à partir d'un bridge qui aurait d'abord été usiné ou imprimé. On place ensuite des analogues à l'intérieur, on coule un modèle, et à partir de ce maître modèle, à ce moment-là, on refait une clé en plâtre. Mais bon, ça multiplie quand même beaucoup les étapes. Donc on ne peut pas faire de clé en plâtre directement en numérique pur. Difficile. Alors, si, ça existe. Ça existe, et Jérôme Leclerc a décrit une technique. En fait, il a coulé du plâtre en fait, finalement dans des disques qui étaient vides. Et voilà, c'est quelque chose qui a été publié chez Quintet, et c'est très intéressant. Okay. Maintenant, en fait, il faut plutôt se dire, en numérique, finalement, on n'est pas assez précis sur de très nombreux éléments. Donc en fait, la technique de la clé en plâtre, il faut mesurer maintenant son intérêt. Peut-être qu'il faut simplement ne pas faire de numérique sur des très très longues portées. Parce que c'est ce qu'on fait nous, c'est ce que tu fais. C'est très praticien indépendant, mais ça peut marcher. Mais ça peut marcher quand même. J'ai plusieurs questions pour vous. D'abord, est-ce que tu as parlé de planification? Je reste encore sur le numérique parce que j'adore ça. Est-ce que tu planifies la hauteur de ton pilier à l'avance? Ou est-ce que tu vas plutôt... est-ce que tu as ton sac de piliers finalement à côté de toi et au moment de la chirurgie, tu décides à la dernière minute quelle hauteur de pilier intermédiaire tu vas placer? Donc on travaille avec des stocks quand même relativement importants. On essaye au début de connaître quelle va être la hauteur du pilier connect ou du pilier multilite. Mais dans les zones esthétiques, souvent on fait ce qu'a montré Philippe, c'est-à-dire qu'on met un pilier de cicatrisation et on met le connect à la fin. Ça dépend vraiment. Si c'est un sourire gingival, on préfère faire ça. Tu es d'accord? Oui, on l'a planifié, on l'a planifié une fois quand on a fait cette molaire ici. Mais bon, c'est quand même compliqué de tout planifier. Ouais. C'est toujours compliqué. C'est une possibilité, mais on multiplie les risques d'erreur. C'est-à-dire que c'est tellement plus simple en fait d'utiliser la chirurgie guidée, ensuite de choisir le pilier adéquat en fonction. Planifier la chirurgie guidée plus le pilier SSA ou la dent provisoire, on peut le faire, mais c'est quand même quelque chose qui reste un peu aléatoire et avec pas mal de risques. Mais c'est des choses qu'on arrive à faire une fois de temps en temps, pour se faire plaisir uniquement. Ouais, si on veut être efficace, on utilise la chirurgie guidée beaucoup pour la mise en place des implants, et après on choisit les piliers en fonction de... C'est vrai, des gens qui ont l'habitude de prendre des empreintes comme lui, c'est extrêmement rapide. Et donc pour parler de timing important pour nos confrères, pour le timing, pour prendre l'empreinte, ça dure maximum une demi-heure, 3/4 d'heure sur 6-7 implants, au bloc opératoire ou dans le cabinet. Et puis après, le lendemain, quand tout a été bien fait, puisqu'il solidarise toujours ses transferts d'empreintes, sincèrement, avec l'expérience, il met 10 minutes, 1/4 d'heure, maximum une demi-heure pour mettre un bridge. Donc si vous voulez, au niveau efficacité, c'est quand même extraordinaire et on a zéro problème. Et là, on ne passe pas par le numérique du tout. Alors, c'est juste un complément d'information.
on n'a pas de laboratoire sur place, on travaille avec des laboratoires externes. Quand on fait une mise en charge immédiate comme ça, une mise en charge avec un bloc opératoire et qu'on pose le bridge le lendemain, ça veut dire qu'on a une phase de préparation préalable avec le laboratoire, c'est-à-dire que toutes les empreintes sont prises préalablement à la chirurgie. Le laboratoire est informé, on a la teinte, on a la forme, le laboratoire a commandé les dents. On a commandé, nous, un porte-empreinte individuel et un guide chirurgical en général, si on ne fait pas de chirurgie guidée. Et tout est prêt, le laboratoire sait qu'il va recevoir le travail, et nous, on sait qu'on va recevoir le travail le lendemain parce que tout a été programmé. On n'a pas de laboratoire sur place, on travaille avec des laboratoires externes. Et quand ce sont des petits cas, 1 ou 2 dents, là, directement, tu envoies même le fichier. Là, si on fait pour les dents unitaires, pour la mise en charge de dents unitaires, ça c'est bien la numérisation parce que là, on prend l'empreinte, on met en place l'implant, on scanne le scan post immédiatement, on envoie ça par Internet et 2 heures après, on peut recevoir la dent provisoire avec un laboratoire externe, toujours. Enfin, 2 heures après, j'exagère, mais 3 heures après. 3 heures après, en tout cas, c'est sûr. C'est vrai que c'est possible. Une question aussi, c'est que tu montrais tout à l'heure que tu utilisais les piliers Connect pour réaliser des bridges également. Est-ce que tu le fais que pour un bridge de 3 éléments ou est-ce que tu te permets de le faire sur plus de piliers que ça encore? On peut associer les connects et les multi-unités dans un bridge. Alors, tu associes dans ce cas-là. On peut associer dans ce cas-là pour mettre des connects dans le secteur antérieur, par exemple, surtout à la mandibule, et puis des multi-unités dans le secteur postérieur. Pour garder un peu de passivité. C'est pas de passivité, tout est passif. On pourrait tout faire en connect aussi. On peut faire un bridge complet en connect. Il y a de très jolis cas qui ont été mis sur Internet par Eric Van Doren, si je ne dis pas de bêtises. Par Bichacho aussi. Par Bichacho aussi, et ils font des arcades complètes avec des connects. Ok. Une question aussi qui a été posée, c'est comment calculer, alors on revient un peu sur la première, comment calculer exactement la longueur de la partie transgingivale au moment de la pose du pilier Connect, tout en étant sûr que la limite de celui-ci ne soit pas visible au moment de la prise d'empreinte, au moment de la prothèse d'usage. Est-ce que, finalement, j'ai transformé même la question, est-ce qu'il vous arrive de changer de pilier en cours de traitement? C'est assez rare, mais bien sûr que ça arrive de temps en temps. Au bout de 6 mois, on peut avoir une petite récession. Dans ce cas-là, il faut changer un pilier. Mais est-ce que tu es sûr, à chaque fois, tu as le coup d'œil pour savoir quel pilier faut-il poser? D'ailleurs, que moi, tous les cas postérieurs, d'ailleurs, je crois que maintenant, je mets partout des piliers Connect ou multi-unit. Sur tous les cas, ça permet de... Postérieur. Pour les correspondants, ils sont ravis parce que la prise d'empreinte est quand même très simplifiée puisqu'on met beaucoup de connexions coniques. Mais je le mets souvent au bout de 3 mois ou 4 mois ou 5 mois, une fois qu'on a la cicatrisation des tissus mous et des tissus durs et qu'on a l'ostéo-intégration. Comme ça, c'est sûr, c'est hyper facile, tout est beau, on retire le pilier de cicatrisation. Alors, par exemple, ça fait un coût un peu supplémentaire, mais ça permet d'être parfait au niveau esthétique parce qu'il y a des gens, même si c'est une deuxième molaire, qui vont mettre le doigt dans la bouche et dire voilà, je vois un peu même le métal, s'il est de couleur dorée, ça leur plaît pas. Donc c'est quand même, c'est pas évident. Moi je trouve que c'est pas évident. Souvent quand on travaille ensemble, je lui dis alors qu'est-ce que je mets? Alors j'écoute ce qu'il me dit et je suis ce qu'il me dit, mais je suis personnellement seul. Je préfère passer par des piliers de cicatrisation. Dans le secteur antérieur. Absolument. Dans le secteur postérieur. Ça dépend de la longueur des implants. J'ai eu quand même quelques échecs parce que les piliers multi-units, c'est quand même des piliers un peu bulky, un peu gros. D'accord, c'est 5-1. Avec des gens qui ont des langues hyperactives, qui bougent beaucoup dans tous les sens. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des pertes implantaires, donc, alors que quand on met un pilier de cicatrisation, il peut être 1 mm ou à peine au-dessus de la gencive, ce qui met que même si on a le plancher qui remonte, vous avez des gens qui ont je ne sais pas si tu as déjà eu, moi j'ai des gens qui ont un plancher qui remonte de temps dans ce qui déglutit, ça fait quand même des forces importantes. Ou là, par exemple, on va faire la semaine prochaine une patiente à qui on ne va pas faire de mise en charge immédiate parce qu'elle a une pulsion linguale énorme. Donc, on va mettre des piliers Connect, mais qu'on va faire quand même un bridge collé. Donc, tous ces paramètres également de la possibilité de mobilité, de mobiliser notre pilier Connect ou multi-unit, fait que parfois, on garde un pilier de cicatrisation pour éviter les forces, entre guillemets, nocives sur nos implants pendant la cicatrisation. Alors, une question qui m'a été posée aussi, c'est est-ce que c'est pas plus simple, dans ce cas-là, de systématiser, de mettre le pilier Connect, le pilier intermédiaire, le plus petit possible? Mais non. À chaque fois. Mais non, il faut ménager minimum 2 mm entre le col implantaire et la base prothétique. Voilà. Si on met un pilier de 1 mm, on va une perte osseuse. D'ailleurs, il n'y a pas de pilier. Bichacho, ils ont supprimé. Ils ont minimum de 1,5. Prendre le pilier, en tout cas le plus petit du catalogue. Voilà, on peut. Mais ça dépend de l'enfoncement de l'implant. Oui. Parce qu'aujourd'hui, avant, on mettait des implants en situation juxta-osseuse. Aujourd'hui, on les met en situation légèrement infra-osseuse. Donc, on a une marge
plus importante de possibilités de choix du pilier. Alors, quand tu dis infraosseux, ce que C'est ça veut sous dire cristal, il veut dire sous cristal. sous cristal, est-ce que c'est 1 mm, est-ce que c'est 2 mm? Ça dépend de l'espace prothétique disponible, mais souvent c'est au moins 1 mm, voire 1,5 mm. Et puis ça dépend si c'est une extraction mise en charge immédiate. Absolument. Oui, ou là, il faudra. Là, tu es obligé, d'enfouir un peu plus. exactement. Donc ça dépend des situations, mais il faut garder à l'esprit que le col du pilier doit faire minimum 1,5 à 2 mm. D'accord. Ça, c'est vraiment Pas fondamental. de gêne, jamais de gêne quand on justement pose un implant bien sous cristal. Alors, à ça poser c'est le une pilier super connexe. question. Dans le temps, on À poser avait sous cristal, quand on met le pilier. Ah oui. Alors, dans le temps, cette question est excellente. Dans le temps, on utilisait, même à 6-7 ans, beaucoup ce qu'on appelle le bone profiler, donc le profileur d'os, qui est finalement, on enlevait un peu d'os, donc c'était un peu absurde. Pour les multilites angulaires Voilà, surtout. voilà, Surtout pour ça. tu as tout à fait raison, Oui. mais même pour les autres. Et il faut savoir que même chez Miss avec Bichacho, ils ont eu du mal à faire, donc l'implant était un implant conçu, ils ont eu du mal à faire accepter, même aux ingénieurs, à tout le monde, de faire des piliers coniques. Ça a mis 1 an et demi. Donc les gars disent non. Parce que tu sais très bien que lorsque quelqu'un construit quelque chose d'ingénieur, c'est son bébé, donc c'est comme s'il touchait à son fils, tu vois, ou à sa fille. Donc c'était vraiment important. Donc depuis qu'on a les piliers hyper concaves, d'ailleurs, on montrera à l'hôpital, lorsque les piliers hyper concaves, ces piliers maintenant sont tellement concaves que finalement ils restent dans, entre guillemets, l'espace du plateau de la connexion. Du col implantaire. Du connect. Du col. Du Col col implantaire. implantaire, voilà. Puis une dernière question quand même, est-ce que tu vas systématiser encore une fois le pilier intermédiaire ou est-ce que des fois tu dis c'est peut-être pas, c'est un peu tendu, je préfère dans ce cas-là Alors, mettre que le pilier de cicatrisation. C'est important et on encore une verra. fois. Pourquoi c'est important ce que tu racontes? Parce que finalement, il y a un truc qu'on ne comprend pas encore. On a notre pratique, on fait systématiquement un pilier intermédiaire dès qu'il y a plus d'un implant. Parce que sinon on perd de l'os et on perd plus d'os. Donc ça c'est vraiment quelque chose, un fait, on l'a trouvé. Et d'ailleurs même une présentation de mon ami Frédéric Chiche que j'apprécie beaucoup, d'accord. Quand on présente des choses, je lui dis tu es obligé de montrer un échec, sinon les gens ne vont pas te croire, parce qu'il y a peu de pertes osseuses. Par contre, on ne comprend pas pourquoi, lorsqu'on fait des dents unitaires, d'accord, là on n'a pas tellement de pertes osseuses. Lorsqu'on fait tous ces mêmes concepts, c'est-à-dire l'implant conique, la concavité, la hauteur de la base du col, là on n'a pas de pertes osseuses, alors que finalement, si c'était uniquement visage-dévissage, on devrait quand même avoir un minimum de pertes osseuses. C'est ce qu'on comprend pas encore aujourd'hui. Donc là, il y a un truc qu'il faut qu'on gratte, nous on n'a pas compris. Parce que là encore, au niveau des dents unitaires, il y a un protocole prothétique qu'il faut respecter, c'est-à-dire qu'au laboratoire, on doit choisir le pilier, la titane, qui va recevoir la couronne, avec un col implantaire qui respecte l'anatomie. Et pour qu'il puisse choisir ce pilier de façon adéquate, il est indispensable de lui envoyer la radiographie avec le transfert en place. Sinon, il ne peut pas choisir la hauteur du pilier. Lui, il a un modèle, il ne sait pas à quel niveau s'arrête l'os. Mais normalement, on n'a pas un pilier, un pilier prothétique qui a le même profil que la vis de cicatrisation. Donc Non. finalement, quand tu connais ta vis de cicatrisation, tu connais presque à l'avance déjà Oui, la mais hauteur tu n'as pas la hauteur de la base. Je parle de la hauteur de la base, je parle de la hauteur transgingivale. Oui, mais tu ne sais pas. Quand il voit la radiographie, il voit que l'os peut être juste au-dessus de la tête implantaire ou en fonction de l'enfoncement de l'implant, l'os peut être tout dépend légèrement au-dessus. effectivement, c'est une bonne question de l'importance de la position sous-crestale de l'implant et tout dépend également de la hauteur et de l'importance des tissus mous. Si jamais par exemple on a des tissus mous extrêmement épais, supérieurs à 3 mm, on peut très bien même mettre les implants en position juste juxtacrestale, on n'aura pas de perte osseuse puisqu'on aura l'espace biologique nécessaire, les 3 mm pour ne pas avoir de perte osseuse, puisqu'il n'y a pas de nouveau une formation épithéliale et conjonctive qui va se reformer puisqu'on n'a pas de violation de l'espace biologique. Ok. Bon. Philippe Mithridate, merci beaucoup. Merci à toi, merci à Bécédan. Merci, nous étions en live, mais cette conférence restera en replay à partir de ce week-end. Merci encore d'avoir été avec nous, et puis nous on se revoit bientôt, donc samedi 9 octobre. Et il y avait aussi au mois de novembre, tu m'avais dit qu'il y avait quelque chose. Oui, novembre, je ne sais plus quelle date, mais on avait prévu On une date ensemble. On a bloqué une date. Mais on se revoit en tout cas en octobre avant Absolument. pour cette journée de l'EID. Merci et puis à très bientôt. Merci. Portez-vous bien.